J'ai lu dans mon horoscope dernièrement que de grandes choses m'attendaient dans une nouvelle ville. Qu'est-ce que je dois en penser? Je suis plutôt du genre sceptique vis-à-vis du surnaturel. Pourtant, lorsqu'on prend de la hauteur, on a l'impression que le monde est régi par une force invisible et chargé d'un sens caché. D'où vient notre aspiration au divin, au spirituel, à chercher des anges et de nouvelles énergies? Est-ce cela l'ésotérisme? Ou nos vies sont-elles vraiment gouvernées par de mystérieuses puissances? Je m'appelle Yann, j'approche la trentaine et je ne peux pas dire que je mène ma vie selon un plan tout tracé. L'existence reste en grande partie pour moi une énigme. Que faut-il croire? Que faut-il oser? Comment trouver sa voie dans ce monde? Nous nous posons tous ces questions. Certains ont même trouvé des réponses, des gens très différents, et je veux aller à leur rencontre. Après les toits de Berlin, retour au sol et à sa dure réalité. La ville connaît une grave pénurie de logements. Mon ami Paul m'a proposé le canapé de son atelier à Neukölln, histoire de voir venir. En fait d'atelier, l'endroit est à la fois un studio, un rendez-vous pour fêtards, un espace de travail et un joyeux bric-à-brac. Mais ça ne fait rien. Paul a pris rendez-vous avec une chamane Feng Shui pour se débarrasser des mauvaises ondes, comme il dit. Changer les meubles de place peut-il vraiment être bénéfique? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'abord passer un bon coup d'éponge? Salut. Bonjour. Entre. Tu as trouvé facilement? Oui, super, merci. J'ai l'impression que tout va s'écrouler. J'ai essayé de ranger un peu, mais c'est pas une réussite. Ce n'est pas le but non plus. Je ne vais pas relooker l'appartement, mais faire en sorte qu'on s'y sente bien, que l'on puisse y épanouir. Peut-être que tout n'est pas super, mais on peut éliminer ce qui gêne ou ce qui rend la vie difficile. Ici, c'est la partie atelier. Je sens que tu as du mal à respirer. Laisse-moi regarder. Les énergies de basse fréquence ou les énergies négatives sont plus grises, comme des nuages gris. Là, tu vois des nuages gris? On peut passer à côté? Oui, bien sûr. Ah oui, je vois. Cette pièce regorge d'angles saillants. Il y en a tout le long du mur et jusqu'au plafond. Il y a pas mal d'énergie bloquée là-dedans. Au niveau de la porte? Oui. Tiens, regarde, même la lumière s'éteint. Ah oui, effectivement. C'est toi qui as fait ça? Non, mais il faut que tu saches que tout ce qui s'est passé un jour ici persiste jusqu'à aujourd'hui. On en sent encore les traces. Ah oui. Effectivement, dans la cuisine, c'est vraiment... Ça me prend au niveau de la nuque. J'ai toujours un ressenti très physique. Ces énergies ne sont pas statiques ou mortes. Elles sont vivantes et ont une influence sur la dynamique du corps. Soit je démarre ici, soit on va à côté. Ok. Tu peux attendre là ou aller prendre un café comme tu veux. À tout à l'heure. À toutes. Alors sois honnête. Si tu ne ressens rien, tu peux le dire. Prends ton temps. Ça sent les allumettes? Comme si on avait tiré un feu d'artifice? Concentre-toi. Peut-être que tu sens autre chose, indépendamment de l'odeur d'allumette. Ou prête attention aux couleurs, par exemple. Il y en a peut-être certaines que l'on ne voyait pas avant. Regarde bien. C'est vrai qu'il y a un petit changement. Je veux dire, à part l'odeur d'allumette. Je sens que l'air est un peu plus pur, un peu plus frais. Peut-être que tu as aéré. Qu'est-ce que tu as évacué comme type d'énergie? Une lourdeur, une tristesse, une fatigue aussi.
Selon les principes chamaniques ancestraux, il existe deux mondes parallèles. Le premier est visible et l'autre invisible. Tout à fait. D'une part, la réalité quotidienne, par exemple la façon dont on se perçoit l'un l'autre, et de l'autre, la réalité non ordinaire. Ce terme, ce n'est pas du charabia ésotérique. Il sert à désigner les champs de mémoire, que l'on qualifie aussi de champs morphiques. Et dans chaque pièce où tu te trouves, tu es entouré de ces champs. Et là, tu vois des nuages gris? Non, chez toi, ça va. Oui. Oui, ton énergie est positive. Tu sais, les gens se sentent tout de suite mieux après. Et pour moi, c'est ça, vivre sa spiritualité. Pour être honnête, je trouve ça assez saugrenu. Elle voit quelque chose que je ne vois pas et c'est du gris, des nuages énergétiques. En même temps, quand je sors en boîte, moi aussi je me sens relié aux autres comme par un fil invisible, sans que nous ayons à nous toucher. Il y a comme de l'énergie dans l'air que je ressens physiquement. Les boîtes de nuit aussi ont leur part d'ésotérisme. Quiconque pénètre dans ces sanctuaires gardés par des videurs se sent comme un initié participant à un culte. Dommage qu'en ce moment ce soit quelque peu compromis. Je vais rencontrer des adeptes du clubbing. Ils sauront certainement m'éclairer. Bonjour, désolé pour le retard. Tu as vérifié le son? Ça fonctionne? J'ai rendez-vous avec le philosophe Denis pour un techno-drifting, une flânerie techno. Selon Maria, l'organisatrice, il s'agit d'une sorte de rituel de guérison covido-compatible. Voyons l'effet que ça me fait. Ça aide si vous balancez les bras comme ça. Et si vous marquez la mesure, parce que c'est le rythme qui vous plonge dans la transe. T'as déjà fait un truc de ce genre? Non, et toi? Moi non plus. Mais je suis venu avec mes meilleurs chorés. 3, 2, 1, c'est parti. Oh mon Dieu. Alors, tu t'es amusé? Carrément. C'était dément. Et épuisant. Épuisant? J'ai bien transpiré. Et qu'est-ce que t'as ressenti? Au début, pour être franc, c'était bizarre. Je me sentais mal à l'aise d'être observé. J'aime bien l'anonymat que procure l'obscurité des boîtes de nuit. En boîte ou quand on danse, on se dit qu'il faut être cool. Alors on a tendance à faire son truc dans son coin. Mais au bout d'un moment, on s'autorise à regarder les autres. C'est cette connexion qui apaise notre sentiment d'isolement. La présence de l'autre agit comme un amplificateur. Ça déclenche quelque chose en nous. Et on en a besoin. Parce que sinon, c'est la case déprime et médoc assurée. Quelle est la différence pour toi au niveau du ressenti entre danser seul et en groupe? La culture des clubs vient des marges. Elle appartient aux queer, aux noirs, aux latinos, à toute une frange d'invisibles. Pour certains, le club est un endroit où on vient seul pour se vider la tête avant de retourner à son train-train quotidien. Mais pour nous, c'est comme une famille élargie. Alors merci de nous avoir accueillis dans ta famille. Merci d'être venu. Au revoir, à bientôt. Salut, merci à tous. Sympa cette expérience avec Maria et les adeptes du techno-drifting. Même si le casque me coupait des autres,
Je ne me suis pas senti perdu, comme s'il y avait quelque chose de surnaturel entre nous. Je suis curieux d'entendre ce que Denis a à dire sur le sujet. C'est bien connu, les philosophes sont des êtres de raison. Tu as eu l'impression d'être en connexion avec les autres personnes présentes? Au début, pas vraiment. J'étais très gêné. Je me sentais mal à l'aise. Je me disais que tout le monde me regardait. Mais ils sont tellement partis dans leur délire qu'à un moment, je me suis senti intégré dans leur groupe. Est-ce que tu as trouvé que cette danse avait quelque chose d'ésotérique? En philosophie, le terme ésotérique est strictement défini. Étymologiquement, c'est un enseignement délivré au dedans. On retrouve notamment ce concept chez Aristote et on suppose, ou on peut se demander, s'il fait référence à son maître, Platon. Ah d'accord. Platon a écrit des dialogues dont la conclusion est toujours ouverte. On ne sait jamais vraiment qui a raison. L'enseignement ésotérique était réservé aux disciples et transmis sous forme orale, tandis que les dialogues exotériques, écrits, étaient destinés à l'extérieur. En philosophie, l'ésotérisme correspond à une doctrine secrète pour initier. Selon cette définition, la scientologie serait ésotérique, tandis que la science et la philosophie en général, non, car elles sont enseignées publiquement. C'est de nouveau très tendance. Quand je parcours les réseaux sociaux, par exemple, je vois régulièrement des mèmes sur l'astrologie. Ou à un rencard, on va me demander à quelle heure je suis né. Sans parler des thèmes astro de naissance et des applications dédiées. À quoi ça tient cet engouement? C'est que nous avons besoin de sens et que les théories scientifiques n'apportent aucune réponse à cela. Je pense que l'un des premiers philosophes à l'avoir perçu, c'est Nietzsche, lorsqu'il dit que notre monde est devenu en quelque sorte dénué de sens. Ou qu'il l'a peut-être toujours été, mais qu'à présent, on s'en aperçoit. Et justement, l'ésotérique se présente souvent comme le seul détenteur de la vraie connaissance, qu'il aurait puisé aux sources d'un savoir ancestral et immuable. J'ai l'impression que beaucoup de gens avec qui j'ai discuté de ce sujet ont un peu de mal avec cette étiquette d'ésotérique. Certains revendiquent ce terme pour eux-mêmes, d'autres non. Tu aurais 3 grands critères pour cerner ou définir la chose? La question est difficile. L'autre jour, pour m'amuser, j'ai parcouru le catalogue de l'Institut de philosophie de Tübingen pour voir combien il y avait d'ouvrages consacrés à l'ésotérisme. C'est un institut vieux de 5 siècles, avec une énorme bibliothèque. Et il y a en tout et pour tout un seul livre avec ésotérisme dans le titre. C'est dire à quel point le mot fait peur. Tu ne crois pas que c'est très allemand, cette attitude de rejet? D'ailleurs, moi aussi, j'ai du mal avec ça. Dans d'autres cultures, les gens sont sans doute plus ouverts, plus enclins à accepter l'invisible dans leur vie, et à le côtoyer de façon tout à fait naturelle. C'est vrai qu'en Allemagne, on est très imprégné par Kant, y compris au niveau de notre système juridique. Kant, c'est le philosophe de la raison pure par excellence. À 1000 lieues de l'ésotérisme. C'était pas son truc, effectivement. Il s'en moquait d'ailleurs. Il y a un an, j'étais en Inde. Et à cause de la Covid, je me suis retrouvé bloqué pendant un long moment sur place. Du coup, j'ai beaucoup appris sur la philosophie indienne, qui n'est pas tellement enseignée à la fac chez nous. Les Indiens ont une conception de la réalité complètement différente de la nôtre. Dans la doctrine de l'Advaita Vedanta, qui est à la base du bouddhisme et de l'hindouisme, le réel, c'est ce qui ne change pas avec le temps. Ce qui est immuable. Il y a 3 éléments qui sont constants. La conscience, l'existence et la félicité. Ce sont les 3 fondements de l'esprit. Et pour eux, c'est ça le réel. Le monde sensible n'est qu'illusion ou apparence. Maya en sanskrit. S'il y a tant d'invisibles dans le monde, comment puis-je savoir ce qui est réel? Tout dépend de la façon dont on définit la réalité. Pour Platon, le monde des idées constitue la vraie réalité. Selon lui, un cercle composé de pommes frites ou de n'importe quels atomes de l'univers ne sera jamais parfait. Le seul qui le soit, c'est le cercle forgé par la raison, le cercle avec un grand C, issu du monde des idées. Traditionnellement, les rationalistes comme Platon qualifient de vérité des domaines comme la géométrie et les mathématiques. Un platonicien ne pratique pas les sciences de la nature, mais réfléchit au monde de manière contemplative. En d'autres termes, notre conception de la vérité et de la réalité a un impact direct sur notre façon d'appréhender le monde. J'ai la tête bien chargée, l'estomac aussi et les jambes fatiguées. Il est temps de se rentrer, je crois. Oui, on va s'arrêter là. Santé.
les idées et la conscience seraient plus réelles que le monde sensible. La thèse est intéressante. En tout cas, ça me convient. Moi qui vis beaucoup de choses mentalement. Et ce serait sans doute mieux pour tous si on accordait moins d'importance au matériel et davantage aux pensées. On va traverser. Là, il y en a un. Ah ouais, j'ai quelque chose. C'est lui là? Où ça? Montre-moi. Oui, c'est lui. Je suis à la recherche des anges avec Denis Rudolph, un artiste de réalité virtuelle. C'est une sorte de démiurge qui crée des êtres célestes invisibles aux simples mortels et évoluant dans un monde parallèle. Le tout via une application. Ésotérisme angélique d'un côté et technologie de l'autre, c'est un peu le grand écart. Comment les deux s'accordent-ils? Pourquoi des anges? Pourquoi des dieux? Les anges sont pour moi un formidable moyen d'expression. Un symbole, une allégorie de l'existence entre deux mondes. Parce qu'ils peuvent être à la fois dans l'au-delà et ici-bas. Je me sers de la réalité augmentée comme d'un médium. Ça rend tangible ce qui n'est qu'une illusion, d'où le sentiment d'étrangeté. C'est là et en même temps, ça ne l'est pas. Je pourrais créer un ange, moi aussi? Tu peux essayer. C'est de la peinture en 3D, c'est pas si facile, tu sais. Et c'est un coup à attraper le tournis. Alors, ça fonctionne comme ça. C'est tout vu, je passe ma journée ici. Ok, l'ange possède un troisième œil. L'œil omniscient entouré de lumière, sur le front. Étant donné le temps que tu y consacres, est-ce que ces créatures ont fini par acquérir un caractère magique? C'était révolutionnaire à l'époque. En 2000 ans d'histoire de l'art, on n'avait encore jamais pu peindre en 3 dimensions. Ça m'a totalement bluffé. Je cherche à explorer notre condition terrestre. C'est ce qui m'intéresse. Je ne crois pas en l'au-delà ou en je ne sais quel autre univers. Je pense qu'il n'existe que ce monde ici-bas. Et c'est ma source d'inspiration. Ah, regarde, les oreilles sont décalées. Tu trouves? Oui, mets-toi de côté. Je pense que tout est décalé en fait. Tu vois, c'est le problème avec la peinture en 3D. Le visage est raté. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et qui s'intéressent à l'invisible sous une forme ou une autre m'ont dit que d'une certaine manière, c'était un outil de guérison. Absolument. À un moment, j'ai traversé une crise artistique. J'étais en panne d'inspiration. Je ne savais plus quoi peindre. Oui, donne-le-moi. J'étais allé dans le désert californien pour revisiter la Porte de l'Enfer de Rodin. Tu connais le penseur, le gars assis comme ça, c'est de Rodin. Je m'étais dit qu'il fallait actualiser ce truc. L'œuvre se trouve à Paris, mais elle a perdu son sens. Les touristes japonais se prennent en photo devant, et ça n'a plus rien à voir avec l'enfer. Pendant des années, je n'ai pas su comment peindre cette œuvre, ou comment la représenter dans le désert. Jusqu'à ce que ces casques arrivent sur le marché. Et là, j'ai eu le déclic. C'est génial. Avec cet accessoire, on peut passer de l'autre côté du portail. C'est comme ça que je l'ai appelé, le portail. J'ai peint la porte de l'enfer, à laquelle j'ai associé les coordonnées GPS de cet endroit dans le désert californien, qui pour moi représentait la fin du monde occidental. Est-ce que tu t'es rendu... Ouais, j'ai la tête qui tourne. Est-ce que tu t'es rendu sur place et est-ce que tu as franchi la porte de l'enfer? Ouais, bien sûr, mais il ne s'est rien passé. Tu n'as pas atterri en enfer. Ça n'existe pas, il n'y a que notre monde. Je peux te faire voir quelque chose d'encore plus extrême? T'as le vertige? Ça dépend en fait. On vole à 10 000 mètres d'altitude. Ok, essayons. Descends, descends, descends. C'est intéressant. Même s'il crée des mondes parallèles et des portes de l'enfer, Denis est un anti-ésotériste qui rejette farouchement l'au-delà et ne croit qu'en la technologie. On pourrait dire que la réalité virtuelle et le Wi-Fi aussi sont magiques. Invisibles, intangibles et dont le fonctionnement nous apparaît hermétique. Sauf qu'Internet, je suis sûr que ça marche. Contrairement au culte des anges. Et puis c'est ouvert à tous. Pas besoin de rite initiatique. On dirait que celui-là, c'est un peu ton archange de la mort. Oui, c'est ça. C'est chouette.
Plus ésotérique et très présente sur le web, ce sont les Modern Witches, les sorcières d'aujourd'hui. On en trouve beaucoup sur Instagram. Elles proposent entre autres des séances de tarot et ont fait de l'ésotérisme leur fonds de commerce. J'ai contacté l'une d'entre elles. Ok. C'est parti pour un tarot divinatoire. Présent. Obstacle. Passé. Futur. Le 4 de bâton. C'est une belle carte à avoir comme obstacle. Voyons maintenant ce que le futur nous réserve. J'adore, génial. C'est l'ermite. Petite séance d'échauffement. Jusqu'à présent, le destin semble me sourire. Même si ça me paraît un peu occulte, je me sens bien ici. À quoi est-ce dû? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est mon hôtel. Chez la plupart des gens, le point central énergétique, c'est la télévision. Ils se rassemblent autour et ils la fixent pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Chez moi, c'est l'hôtel. D'accord. Tu t'assieds et tu regardes ton hôtel. La boule de cristal est assez cool. Elle appartenait à ma grand-mère. Celle-là? Oui, fais attention, c'était une sorcière. Elle se servait de cette boule pour la divination. Elle l'avait récupérée dans un vide-grenier et l'avait offerte à mon père quand il était petit. Mais toi aussi, tu es une sorcière. Ces derniers temps, je me dis que je suis plutôt magicienne. Et comment tu te déclares à l'administration et aux impôts? Je suis inscrite au service des impôts en tant que coach créatif, mais je compte aussi intégrer la caisse sociale des artistes comme magicienne. D'accord. J'aimerais que tu réfléchisses à la question qui te tient le plus à cœur, celle qui pique ta curiosité. J'ai besoin de réponses. C'est pour ça que je suis ici. D'accord. Voyons ce que nous pouvons trouver. Tu as un truc en tête? Quelque chose que tu voudrais me dire? Je me demandais si un jour je pourrais... si je pourrais retomber amoureux. J'adore. Merci de mettre sur la table une question honnête et courageuse. Allez. Oui. C'est le 9 des pentacles. Cette carte représente l'abondance. J'ai l'énergie et les ressources nécessaires. Et pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour cela. Regarde la posture de cette figure, comparée à celle du 2 d'épée. Les bras sont ouverts. Mais ils disent aussi, ne venez pas me chercher d'époux. Je dois y aller, j'ai du pain sur la planche. Vite, vite! Tu as toujours été comme ça? Ouverte à ce genre de choses? Non, pas du tout. Avant, j'étais une nihiliste pure et dure. Une athée tendance punk rock, à la ramasse complète. On est tous constitués d'un moi mental, émotionnel, physique, mais aussi spirituel. Et chez moi, cette dimension était en train de mourir. Parce que je ne croyais en rien en dehors de ma propre perception, de ma propre réalité. Et j'avais l'impression de devoir diriger le monde. Je me croyais si importante. J'étais si occupée à courir à droite, à gauche. Et cette agitation mentale perpétuelle m'a poussée jusqu'à un point où je ne pouvais plus fonctionner correctement. J'avais besoin d'une pratique spirituelle que je puisse m'approprier. Ces cartes puisent aux racines d'un savoir ou d'une sagesse venue du fond des temps. Elles portent en elles le sens de notre humanité. Et nous l'avons perdu? Oui, mais nous sommes en train de le retrouver. Donc, notre besoin d'ésotérisme et d'invisible, notre penchant pour les puissances supérieures, en fait, c'est une nécessité de lien humain. Oui, il y a ce désir de connexion, mais aussi le fait qu'en tant qu'être humain, on est souvent amené à traverser des épreuves d'autant plus douloureuses qu'elles n'ont a priori aucun sens. Mais peut-être qu'elles n'ont pas à avoir de sens. Peut-être qu'il existe une puissance supérieure qui régit tout ça. Et si cela m'apporte un certain apaisement, je le prends sans hésiter. C'est la pleine lune, je sens que je vais déchaîner le sorcier qui dort en moi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Tu seras toujours le bienvenu ici. Ça a été un réel plaisir. N'oublie pas ma carte. Oui, bien sûr. Et avant de partir, tiens,
Prends cette améthyste écossaise. C'est très utile pour combattre la peur ou l'anxiété. Ça pourrait te servir. Merci, j'en ai besoin. C'était assez particulier. Un peu comme une séance de thérapie régénérante. En tout cas, j'ai ressenti une réelle connexion. Comme l'a dit le philosophe Denis, l'ésotérisme répond à notre besoin de sens dans un monde désenchanté. Une nécessité de se relier à soi-même et aux autres. Les nuages gris, les esprits du tarot, les anges, ce ne sont que des métaphores. Un langage poétique pour être en accord avec soi-même et s'accommoder du monde ici-bas, irrationnel et absurde. Et puis ça ne peut pas faire de mal si je me sens parfois pousser une paire d'ailes dans le dos